Monsieur Soro Mamadou nous a rejoint sur ce plateau. Il est le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. Bonsoir, monsieur Soro. Respect à vous et mes hommages. Bonne fête du travail. Merci. Et justement, à propos de cette fête du travail, le 1er mai 2022, une occasion pour vous, en qualité de secrétaire général de la centrale donc humaniste, je le disais, de soulever des préoccupations de vos syndiqués. État des lieux des travailleurs ivoiriens aujourd'hui. On va commencer par ça, selon vous, monsieur Soro. L'état des lieux, non, on peut dire qu'il y a une évolution, mais vous savez que la Covid est passée par là, qui avait fragilisé un peu le marché de l'emploi. Mais je pense qu'il faut saluer toutes les populations ivoiriennes qui ont fait preuve de résilience et qui ont su répondre à ce défi. Malheureusement, encore, il se pointe autour de nous des poches de recul démocratique qui mettent en difficulté effectivement la migration des populations, qui mettent en difficulté le marché de l'emploi. Et aussi cette crise internationale qui se pointe aussi, qui va effectivement aller vers une crise alimentaire, une crise en matière de distribution des biens et services. Et donc, c'est de nous appeler à la résilience permanente et dire qu'aujourd'hui, au niveau donc de l'évolution de la question de l'emploi, certes, il y a une légère amélioration, mais on note qu'avec toutes ces différentes crises, la situation est un peu stagnante. Mais en matière de législation du travail, tous les instruments juridiques sont mis en place. Simplement, ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les décrets annexes au code de 2015 que nous avons travaillé, ces décrets puissent être pris pour que effectivement le dispositif de ce décret, de cette loi portant code du travail puisse être complet pour sa meilleure application. Alors, de façon plus concrète, qu'est-ce que vous attendez vraiment? Quelles ont été les grandes lignes de vos revendications? Oui, bon, il y a d'abord des revendications qui structurent le dialogue social. Et c'est pourquoi, pour notre part, nous avons souhaité que le dialogue social commence par les pairs. Et donc, nous avons souhaité que dans ce cadre, qu'il y ait la création d'une institution consulaire qui sera appelée la Maison du Travailleur, qui allait effectivement faire toutes les levées statistiques, qui allait mener des enquêtes d'opinion, des enquêtes de sondage, mais surtout aussi des recherches scientifiques et conduire des réflexions d'experts qui vont effectivement mettre à disposition une bibliothèque d'informations, mais en même temps aussi apporter des solutions et faire le dialogue social par les pairs pour renforcer les capacités, renforcer les compétences et surtout niveler les préoccupations qui sont... Est-ce que vous avez l'impression que toutes les préoccupations allaient un peu chacune dans le sens, chacun tirait le... Est-ce que c'est l'unité syndicale? Vous savez que nous avons hérité aussi d'une période un peu néocoloniale concernant donc l'organisation des syndicats. Et donc de la même manière qu'il y a une multiplicité de partis politiques, il y a aussi une multiplicité d'organisations syndicales libres d'opinion, mais surtout bénéficiant de l'instrument que nous-mêmes nous sommes donnés, qui est l'Organisation internationale du travail qui consacre la liberté de création et d'organisation. Cela, bon, autorise, selon la philosophie des uns et des autres, de pouvoir aller à la création. Mais ça devait être bien pour le travailleur, normalement, de dire qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'idées autour de ces conditions. Sauf que si vous dénoncez ça, ça veut dire qu'il y a... Non, je veux dire que la multiplicité des organisations syndicales entraîne une fragmentation, une dichotomisation. Et la dichotomisation fragilise, puisque la voix n'est plus uniforme. Donc il n'y a pas d'unité. L'unité syndicale, c'est une vue de l'esprit. Est-ce que vous parlez, est-ce que vous avez des lignes communes? Si, forcément, puisque, en tout cas, pour les 5 grandes centrales en Côte d'Ivoire, nous avons créé une grande intersyndicale. Et sur toutes les thématiques, nous mettons des intersyndicales sectorielles. Donc aujourd'hui, sur on avait dit les 13 grandes thématiques que nous abordons, il y a 13 intersyndicales thématiques et nous les abordons ensemble. Alors, d'un mot rapidement, tout à l'heure, vous parliez de la Maison du Travailleur. Pourquoi chaque syndicat ne créerait-il pas à son sein un service de statistique pour relever les données, etc., et quitte à les partager après, parce que là, vous pouvez, enfin, vous revendiquez quelque chose qui ne verra peut-être pas le jour et qui va encore créer de la discorde avec le gouvernement. Non, soyons positifs, et c'est un projet structurant. Il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, dans le cadre du dialogue social, les revendications, lorsqu'elles sont faites,
l'incompréhension du fait de la multiplicité des organisations amène à faire un travail préalable avant de se présenter devant les pouvoirs publics ou les employeurs. Et cette nécessité nous amène à créer un cadre commun qui serait reconnu par tous. Et c'est ce cadre-là qui est vraiment la maison du travailleur. Mais donc, créez-le. Maintenant, quand vous dites, par exemple, que chacun puisse faire, c'est ce qui est fait. Mais c'est ce qui est fait en même temps que nous allons, peut-être les informations vont se chevaucher en matière d'information sur les travailleurs, mais en même temps aussi, il y en a que nous n'arrivons pas à capter parce que nous ne sommes pas donc oints par une puissance qui nous indique comme telle. Je prends un exemple simple du Code du travail. Il est dit que l'inspection du travail doit relever tous les cas de licenciement. Mais ici, les licenciements dont l'employeur a l'obligation de faire la déclaration, ce sont les travailleurs protégés, les 5 secrétaires généraux adjoints et les délégués du personnel. Tous les autres travailleurs qui sont licenciés ne sont pas répertoriés. Et vous voyez que cette maison vient à point nommé. Deuxièmement, aujourd'hui, quelle est la politique nationale d'accompagnement des travailleurs? On dira que c'est le Fonds de développement professionnel, le FDFP. Oui, mais vous voyez que toutes les entreprises ne sont pas adressées parce que les travailleurs n'ont pas la possibilité de s'adresser et de porter plainte auprès du FDFP pour nécessiter la formation. Pas une fois que l'employeur ne cotise pas, c'est terminé, tu n'as plus droit à la formation. Ok, M. Solo Mamadou. Mais je voudrais dire qu'il y a plusieurs projets structurants. Hein. Ne restons pas sur... Non, justement, c'est là qu'on veut, veut en venir. Vous êtes l'un des chantres de la réforme du statut général des fonctionnaires et vous en parlez de façon constante. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, devant la nation, vous pouvez nous expliquer réellement de ce qu'il en ressort? De ce statut général des fonctionnaires dont vous parlez, la réforme du statut général des fonctionnaires dont vous parlez généralement. Bon, vous savez, on va partir un peu dans l'histoire. Aujourd'hui, si nous fêtons la fête du travail, c'est parce que nos aînés, nos devanciers, de 1829 à 1880, ont mené une lutte et ont pu faire passer le droit de l'heure de travailler par jour, qui était de 12 heures à l'époque, on peut la faire évoluer à 8 heures. Là, non, mais chez nous, c'était la colonisation. Ça, vous parlez de la France. Mais bon, ce sont nos ancêtres, les Gaulois. Continuez. Monsieur, je vous en prie. Continuez, monsieur Momadou. Je suis en train de dire que nos devanciers ont amélioré le droit du travail pour nous. C'est d'accord. Il nous appartient d'améliorer pour ceux qui vont venir après nous. Okay. Et donc, la réforme du statut général répond à ce besoin naturel et légitime de tout être humain. En quoi il consiste en fait? Ma question c'est, est-ce qu'on améliore pour améliorer? Est-ce qu'il y a vraiment des nécessités d'amélioration? Oui, c'est pourquoi je voulais en venir. Je voulais que vous compreniez le principe d'abord. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'on améliore dans le nouveau statut? Mais il est clair, l'ancien statut, dans la question de maladies, il n'y avait pas la liste exhaustive des maladies pour lesquelles tu devais être traduit au Conseil de santé. Aujourd'hui, on a fait un travail pour que effectivement ces listes soient bien connues. Deuxièmement, le process au niveau du Conseil de santé était flou, puisque au bout d'une année, tu étais carrément mis à, j'en avais dit, radier des effectifs. On a amélioré ce contenu, effectivement, pour qu'il y ait un accompagnement plus substantiel en matière sociale. Nous avons aussi, dans le cadre du régime complémentaire par capitalisation, puisqu'il doit être annexé à une loi, nous avons donc intégré ce dispositif pour que notre pension, à la fin de notre vie professionnelle, puisse effectivement être bonifiée. Puisque là, avec l'ancien système, on va se retrouver entre 51 et 61% de notre ancien revenu. Avec la complémentaire par capitalisation, on pourrait aller à 80 voire 85%. Donc naturellement, au moment où on a besoin de ça, ça s'améliore. Donc c'est tout un arsenal de protection que nous avons apporté. Mais en même temps aussi, il y a le besoin d'être plus efficace. Il y a aussi des dispositifs pour encourager l'excellence au travail. Donc ça aussi, nous les avons intégrés pour que notre administration aujourd'hui, qui est à la disposition de tous, du secteur privé comme public, soit performante. Alors que vous a répondu le gouvernement sur ces revendications? Il est déjà fait, on a fini le travail, en tout cas il a été inclusif, que ce soit les centrales, que ce soit le gouvernement, que ce soit des experts. On a tous travaillé. Il est fin prêt. Bon, je ne dis pas il est fin prêt, mais il est déjà parti au conseil, au secrétariat général du gouvernement. Il y a une première lecture. Et il y a eu des corrections qui ont été demandées.
la ministre de la fonction publique s'en charge, puisque depuis le 4 février 2022, elle a engagé un dispositif de dialogue avec nous. On a déjà même listé 16 points de revendications qui feront l'objet du dialogue social dans les prochains jours. Et c'est pourquoi il faut la saluer. Et donc, oui, allez-y. ces corrections seront faites, elles vont repartir pour la deuxième lecture. Ensuite, nous allons nous retrouver à la Vous avez demandé le 1er mai que le Covid soit reconnu comme maladie professionnelle. Je trouvais ça un peu étrange. Oui, c'est l'autre. Alors, expliquez. Oui, moi, Pourquoi? je suis membre de la Confédération syndicale internationale et mondiale. Notre fédération internationale le demande. Comme maladie professionnelle, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle sera reconnue comme les maladies protégées qui feront l'objet d'un processus à l'intérieur, qui pourrait être pris en charge par la CNPS et par différents mécanismes de protection. Tant qu'elle n'est pas déclarée comme telle, alors le jour où tu en as, tu ne peux pas bénéficier de la protection sociale prévue par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Très bien. Monsieur Soro Mamadou, clair. on vous entend bien, on vous entend bien en tout cas cette émission. On va marquer une courte pause, on va vous retrouver pour la deuxième partie de l'entretien. On parlera de trêve sociale. Je suis à votre disposition entièrement. Les Magnifique. sujets me sont familiers. Merci monsieur Soro, à tout de suite. TNT est désormais disponible. Achète ton équipement pour la télévision numérique terrestre, la TNT, la télévision gratuite. Tu achètes l'antenne à partir de 6 000 francs CFA et tu payes 5 000 francs maximum pour l'installation et c'est fini. Tu ne payes plus d'abonnement pour avoir de façon illimitée les 7 chaînes ivoiriennes, RTI 1, RTI 2, La 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et 7 Info. Ceux qui ont un ancien téléviseur analogique devront acheter également un boîtier à 10 000 francs et c'est fini. Avec la TNT, il n'y a pas d'abonnement à payer. Avec la TNT, c'est la qualité haute définition. Les images sont belles et le son est parfait. Avec la TNT, il n'y a jamais d'interruption. Même quand il pleut, n'attends plus pour acheter ton équipement TNT. Appelle le 1307 pour connaître la liste des revendeurs et pour toute autre information sur la TNT. Préparez-vous, il revient bientôt avec des histoires toujours aussi épicées. Papa, mon nana est de retour. Et je sais que certains vont me dire, mais il n'a qu'à dire « oh » ou il n'a qu'à dire « naïe ». Vous pensez qu'on dit les choses comme ça? Je suis venu avec un cadeau pour vous. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, Monsieur Soro Mamadou. Il est secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. Monsieur Soro, je crois qu'il y a un point sur lequel vous souhaitiez revenir, en tout cas rajouter des points, énumérer un certain nombre de C'était pour dire, au regard de la méthode de contamination de la Covid, c'est en général sur le lieu de travail. D'accord. Donc c'est pourquoi une étude a été faite par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et c'est elle qui a recommandé. Et les trois entités, que sont les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, sont tous membres de cette organisation. En fait, toutes les parties devaient défendre cette posture. Mais, Ok, monsieur Soro Vous suivez Mamadou, mon regard? bien sûr. Monsieur Soro Mamadou, on se rappelle en 2017 de la signature d'une trêve sociale avec le gouvernement et qui succédait à un moment quand même, je dirais, de tension sociale. Et depuis lors, tout s'est apaisé. Et cette trêve sociale prend fin au mois d'août. Est-ce que vous pouvez revenir sur le protocole d'accord qui a fait que durant tout ce temps-là, on est resté vraiment assez calme? Est-ce que le gouvernement a tenu ses engagements? C'était lesquels? Et puis, pourquoi jusque-là, c'est resté? Il y a eu deux protocoles signés. Le protocole
portant sur les revendications, qui a été le premier protocole. Et c'est à la suite de la signature de ce premier protocole portant sur les revendications que nous sommes allés au protocole portant trêve sociale. C'est ça. Donc, cette trêve a concerné effectivement tout le dispositif du secteur public. Donc, il y avait cinq grands points, dont le point qui est vraiment à allumer tout le monde, c'était l'exécution du paiement des stocks des arriérés issus du protocole que moi-même j'avais obtenu le 2 décembre 2009. Et donc, où on avait accepté à l'époque qu'on nous paye la moitié des reclassements et des avancements indiciaires. Donc, il était question maintenant qu'effectivement, ce reliquat qu'on avait concédé à l'époque, qu'on puisse aller à son paiement. Et c'est ce que le gouvernement a accepté de faire en échelonnant, effectivement, d'abord 5 ans, et puis après, bon, c'est 6 ans. Ce stock était évalué à 249 milliards. Oui, c'est exact, mais c'est depuis 2009 jusqu'à 2017. Donc, je précisais juste. Alors, vous savez, on dit le travail, quand tu as travaillé, la contrepartie, c'est le salaire. Donc, même s'il est resté quelques années, après, il faut qu'on paye. Ça crée l'émulation. Alors, vous comprenez? Donc, on retient que le gouvernement a tenu ses engagements. C'est ce qui a fait que tout ce que là, on est resté calme. En fait, oui, sur tous les chapitres, ça a été tenu. Donc, maintenant, avec la ministre Anouloto, depuis février, elle a engagé les discussions préliminaires et nous sommes arrivés à l'adressage de 16 points de revendication qui pourraient être effectivement sur la table au mois d'août. Dès l'instant où son Excellence, le Premier ministre, va ouvrir le dialogue. Quels sont les points prioritaires? Non, on ne dira pas qu'il y a une qui est prioritaire sur l'autre, mais pourvu que le dialogue social s'ouvre et on verra ce que le gouvernement va accepter. C'est 16 points déjà verrouillés, en fait. Pas verrouillés. Non, je dis, on n'aura pas public, ou bien ça reste confidentiel pour le moment, il est public, puisque le premier point est connu. Le premier point, c'est, on a demandé, tout ça aussi, ça relève de 2002, hein, où effectivement, à 2002. Oui, okay. À l'élaboration du profil des carrières, j'étais le président de la commission. Et on avait fait le document en 2 parties. Il y avait le profil et il y avait les salaires accessoires des salaires. Là, vous parlez de la fonction publique, là. Oui, il parle de la fonction publique. Mais la trêve concernait la fonction publique. Et donc, l'un des points qu'à l'époque, on avait lissé, on avait dit, comme depuis 1972, l'indice référentiel de base, qui est de 1 point d'indice, correspondait à 233,45 francs. Il fallait qu'on procède à sa revalorisation. Parce que tenant compte des inflations, etc. Donc, il faut qu'on s'asseye, on discute. Puisqu'on dit que c'est dans la recherche de la solution de l'impossible qu'on va trouver la solution du possible. Pour vous qu'on s'asseye. Le deuxième point aussi, c'est de parler quand même de l'indemnité de logement, contributive au logement, qui est un appui qu'on accorde à certains emplois. Ne faut-il pas l'harmoniser, puisque nous tous, nous logeons dans les mêmes villes et nous vivons les mêmes inflations, etc. Donc, ouvrons le débat sur la question de l'indemnité de logement. Ouvrons aussi la question sur les questions de l'indemnité de transport. Parce que aussi, au secteur privé, on accorde 30 000. Alors, au public, c'est 7 000. Donc, il faut que le plus grand des employeurs voit s'il ne peut pas arrimer sur les plus petits employeurs. L'État est le plus gros employeur de ce pays. Donc, voilà un peu un certain nombre de questions qui sont dans la balance, mais qui méritent qu'on aille s'asseoir, qu'on discute, qu'on épluche. Dans le dialogue, tout est possible. On sera au menu du prochain dialogue. Est-il possible d'arriver à une avancée en ce qui concerne, par exemple, les salaires minimaux, à la fois le SMIC et le SMAC? Dans le secteur privé, c'est ce que nous avons réclamé. Nous avons réclamé, que nous puissions effectivement, les négociations ont commencé, mais vraiment ça stagne, ça traîne. Il faut qu'on puisse faire avancer les discussions sur les salaires minimums agricoles garantis qui sont aujourd'hui de 22 500 francs dans le pays. Alors que le travail est très pénible dans ce secteur. Et donc nous avons souhaité qu'on puisse le mettre au même niveau que le SMIC, à 60 000 francs. Dès l'instant où il y a revalorisation, vous verrez que les minima catégoriels dans ce secteur vont être mis à discussion. Tout comme quand on a relevé le salaire minimum interprofessionnel garanti en 2016, nous avons engagé les discussions et en 2017, nous avons procédé à la révision qui était entre 6% et 11%. Et donc, depuis 2019, fin 2019, on devait engager les discussions
pour les revoir, puisque c'est prévu chaque 3 ans. Et ce dialogue, c'est avec l'État, le patronat également pour le secteur privé? Pour le secteur privé, on commence avec le patronat. Quand il y a un début de consensus, on avance vers la CCT, la Commission consultative du travail. Et puis bon, après, quand c'est finalisé, on va à l'adoption. Rien, allez-y. Allez, terminez. Allez-y, terminez. Voilà, au niveau donc, du secteur privé, il y a aussi qu'on puisse effectivement faire en sorte que vraiment il y ait l'application effective. C'est-à-dire que les dispositifs de contrôle, les dispositifs pour, je ne vais pas dire faire des pressions, mais sensibiliser et amener les patrons d'entreprise à appliquer effectivement le SMIC est pris depuis, mais nous notons que ce sont les entreprises qui sont affiliées à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et à la FIPME qui appliquent. Or, sur 39 000 entreprises, il n'y a que dans ces deux affiliations autour de 5-6 000 qui sont affiliées. Alors que faut-il faire? Donc vous voyez qu'il y a... Donc, il y a un peu plus de 33 000 qui sont encore en déperdition. Donc vous voyez que l'État et les syndicats et même les confédérations qui existent d'entreprises, on doit se mettre ensemble pour aller à la campagne de sensibilisation de tout ce monde pour qu'ils acceptent de vraiment appliquer, d'alléger les souffrances. Il faut dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des entreprises, il y a des personnes qui sont payées à moins de 22 000. Oui, c'est ce qu'on vous dit, hein, le SMAC. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant, allez-y à la zone, je vous en prie, vous êtes des journalistes d'investigation, vous irez, vous allez constater. Bon, moi, j'aimerais revenir sur un point que vous avez soulevé. Vous savez qu'il y a un nouveau phénomène qui est né pour éviter encore les contrats de travail. Il y a ces questions des nouvelles sociétés qui sont nées pour faire des placements de travailleurs. Du coup, quand il vient travailler pour vous, tu n'as aucun lien avec lui, mais lui, il n'a pas une entreprise là-bas qui le met en situation de travail. Donc tout ça, c'est pourquoi on parle de revisiter à chaque fois la législation du travail pour que quand les situations nouvelles naissent, il y a des solutions à les adresser. Voilà, il faut les adresser. Alors j'essaie depuis 5 minutes de revenir sur un point que vous avez abordé à l'entame de cette discussion, c'est celle de la maison du travailleur. Oui. En quoi est-ce que ça consiste exactement et pourquoi est-ce que ça fait l'objet d'une revendication? Qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place ce projet? Oui, je commencerai par qu'est-ce qui nous empêche. Vous savez que quand vous voulez donner un statut institutionnel à un dispositif, il faut forcément l'accompagnement administratif de l'État. Mais ici encore, de même que l'État accompagnait les employeurs, le patronat de Côte d'Ivoire, qui voulait créer la maison de l'entreprise, l'État a dégagé des fonds. Je ne vais pas dire sur ce plateau les montants, mais nous sommes des sachants. Pourquoi vous ne dites pas les montants? Non. Non, mais dites-le. Je m'en vais pour une négociation. C'est l'argent public, mais de toutes les façons, on le sait, mais on ne le dira pas puisque vous ne voulez pas le dire. Non. Je m'en vais pour une négociation. Et quand la négociation est déjà dans la rue, après, elle devient difficile. C'est clair. Donc, nous pensons que les travailleurs, qui sont la grosse masse, qui méritent d'avoir la formation, qui méritent d'avoir l'encadrement et surtout d'avoir des travailleurs qui vont sensibiliser leurs pairs travailleurs. La formation des pairs par les pairs aujourd'hui est un référentiel de bonne gouvernance. Mais pourquoi est-ce que vous n'entamez pas le projet et ensuite vous demandez... Ah, il a entamé, si j'en parle. Si j'en parle, ça veut dire que c'est déjà... Ils ont les idées, le gouvernement les moyens. C'est la négociation qui est entamée. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas naître le projet et ensuite vous demandez... Le projet, il naît d'abord par une idée. Non, ils ont les idées. Par l'élaboration du projet. Mais l'idée, vous voulez les moyens du gouvernement. Voilà, ils ont les idées, le gouvernement les moyens. Non, oui, on peut dire ça, mais... Donc on va dire cette idée alors. On dit ce qui est fait sans moi peut être interprété contre moi. D'accord. Quel est le contenu? Donc, on veut rassurer toutes les parties, que ce soit le patronat, que ce soit le gouvernement, tout soit là dans l'élaboration. Mais quel est le contenu de ce projet, de cette idée en fait? En quoi devrait-il consister exactement? Bon, j'ai d'abord dit qu'on a un problème de statistiques. Si vous voulez, après notre émission, vous rentrerez, essayez d'avoir les statistiques sur le profil du travailleur en Côte d'Ivoire, sur les données sur les travailleurs en Côte d'Ivoire. Je m'en vais vous dire... C'est difficile à trouver, je peux vous dire. Si vous posez même la question à certains détachements de l'État sur le nombre d'entreprises en Côte d'Ivoire, ils auront du mal à vous répondre. Bien sûr. Et vous voyez, seuls les travailleurs peuvent dire oui, je travaille dans une telle entreprise. Et on peut la recenser. Parce qu'il y a des entreprises qui se camouflent de la loi. Seuls les travailleurs venant dans une maison se trouvent leur père
pourront venir vous donner les informations avec clarté et aisance. C'est pourquoi c'est un projet structurant du dialogue social. C'est un projet que l'État doit adopter et dire oui, les centrales, vous avez fait une grande proposition, venez qu'on s'asseye. On peut Et surtout qu'il doit financer. Et surtout qu'il doit financer. Absolument. Alors, rapidement, est-ce que vous estimez qu'en Côte d'Ivoire, le travailleur est suffisamment ou insuffisamment protégé? Est-ce qu'il n'y a pas d'abus contre le travailleur? Si c'est les abus, il y en a de toutes sortes. Mais est-ce que vous pensez que la loi, ce que je veux dire, le protège? En tout cas, l'État, sur la question des cadres juridiques, l'État aujourd'hui est, en tout cas, un référentiel. C'est un référentiel, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. Les conventions ou les recommandations qu'on n'a pas encore ratifiées se comptent du bout des doigts. Le cadre juridique est là. C'est dans l'application. La pratique. C'est pourquoi j'ai parlé de dispositifs d'accompagnement, de sensibilisation de certains acteurs. Même nous-mêmes, les travailleurs, du fait de la méconnaissance d'un certain nombre de lois, on est souvent victime. Et c'est pourquoi la Maison du Travail vient répondre à ces préoccupations pour que dans chaque partie de la Côte d'Ivoire, les gens aient l'information réelle, normale et à temps. On termine l'émission, M. Soro, avec cette question. La trêve sociale prend fin au mois d'août. Oui. La prochaine étape, c'est quoi? C'est d'ouvrir le dialogue social avant cette date. C'est clair, voilà notre proposition. C'est un appel au gouvernement. Oui, c'est eux qui ont Ça veut l'initiative. dire que la fin de la trêve doit enclencher Le 1er mai, la signature d'une autre trêve, en fait. Oui. Donc, c'est Le possible. 1er mai, j'ai dit que nous sommes venus à cet important moment de dialogue social pour leur donner et les rassurer de notre disposition à aller à la table de négociation pour ouvrir le Ils dialogue. ont semblé réceptifs? Le Premier ministre a pris des engagements, en tout cas. Voilà. Élisée, vous allez vous mettre là. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a l'impression qu'Élysée est venue avec l'invité. Non, je suis l'actualité, en fait. Voilà. C'est tout. Bon, je suis En tout cas, l'actualité. vous avez eu un soutien. Merci, M. Soro Mamadou. Merci d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. C'est à vous le merci de nous donner l'opportunité, de par notre faiblesse organisationnelle, de communiquer, de toucher un certain nombre de populations. Et nous sommes conscients de notre faiblesse organisationnelle. C'est pourquoi Humanisme, en septembre 2020, a élaboré avec des chercheurs du CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, avec des spécialistes de planification, notre document stratégique de développement stratégique de la centrale syndicale Humanisme pour les 10 ans à venir, 2020-2030. Très bien. Et donc à l'intérieur, c'est sur 4 axes. Et tous ces 4 axes, vous allez voir que la maison de l'entreprise répond à ce besoin. Il ne faut pas rester égocentré sur soi-même. Et c'est pourquoi c'est un instrument qui sera à la disposition de l'ensemble des travailleurs, mais surtout de la Côte d'Ivoire. On va dire sauvé par le gong, parce qu'Alain, tout a une question qu'on va garder. Je voulais demander s'il est à gauche ou à droite. Votre syndicat, de gauche ou de droite? C'est un syndicat réformiste qui... Mais Élisée, vous répondez aux questions de l'invité. Non, sûrement il a lu sur notre page web. Donc, on aurait pu le allez-y. Je suis humaniste. Très bien. Donc, un humaniste, c'est celui-là qui met l'homme au cœur et au centre de toute activité. Donc, Merci, M. Soro Mamadou. C'est pour l'amélioration de la condition de vie. À tous les quatre. Merci à nos équipes techniques et éditoriales. Merci, Chauffeur à la maison, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain sur ce plateau pour un moment de décryptage. On aura certainement l'occasion de parler de ce moment, de ce grand moment. Je suis à votre disposition toutefois que vous en aurez besoin. Merci. C'est ici qu'on effectue notre pied à terre pour notre rendez-vous. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Qu'il veille sur les travailleurs de Côte d'Ivoire. Et à demain. Et sur le patronat aussi. Aussi. Il faut les payer.